Dans la catégorie Tu es vieux quand? Moi, j'habite Lille. Je voyage en transport en commun la plupart du temps. Mais bon, j'ai quand même une voiture. Et ce matin, j'ai pris la voiture principalement pour pouvoir la mettre dans le garage ici à Radio-Canada. Parce que, bon, j'habite en ville, j'ai pas de garage. La voiture est sur le bord du chemin, hein, pas à l'abandon, mais à ses risques et périls météo. Donc, j'ai pris la voiture pour venir la mettre au chaud quelques heures dans le garage. Alors, preuve que tu es vieux, c'est quand tu fais ça intellectuellement, c'est raisonnable que tu y penses. Mais quand ça te rend heureux, quand tu vis une émotion de dire « Ah, mon char est dans le garage, puis il va comme tout réchauffer, puis c'est bon, il va être à l'aise. Il va être bien. » Et que ça te donne une émotion, t'es vieux. Et moi, c'est pas nouveau. Constat ce matin. C'est pas nouveau. Non, c'est ça. Non, mais des fois, tu te demandes, t'es pas sûr. Moi, mon signe numéro 1, c'est quand tu commences à trouver, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais quand tu commences à trouver que les gens de 20 ans, leur linge, c'est laid, t'es vieux. C'est drôle parce que j'analysais exactement ça dans le métro ce matin. Ça, c'est le premier signe. Ça veut dire que t'es vieux. Je trouvais pas nécessairement que c'était laid, mais je me disais... Je suis vieux. Oui, je me disais, la mode a changé. Puis là, je regardais tout le monde. Je me disais, ouais, ça, c'est lettre. Puis ouais, j'étais là. J'étais exactement là ce matin. Mais écoute, moi, je renchérir sur ton observation de la voiture dans le garage. J'ai eu ce genre de réflexion-là en fin de semaine. On est allé chez des amis dans les Laurentides, passer la journée. Quand on est parti le soir, quand on est reparti, il y avait neigé. Et là, j'ai sorti mon balai pour nettoyer ma voiture. Je me suis dit, hey, c'est incroyable. C'est la première fois que j'utilise mon balai à neige cette année. Parce que toi, ton bonheur au sujet de la voiture, il est constant. C'est que ma voiture touche toujours dans le garage. Toujours au chaud. Mais c'est ça, c'est la même chose à l'envers. Je vis le contraire de toi. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans ton histoire, c'est que tu as eu accès au garage. Parce que généralement, c'est réservé aux employés d'élite comme Martin. Mais les badauds, là, les ticlins, comme moi, les ticlins de mon espèce ou toi, on n'y a pas accès normalement. Non, c'est vrai. Mais non, c'est parce qu'ils t'ont laissé entrer dans mon garage. Moi, je passe. Non, mais je passe mal. D'ailleurs, il restait de la place, j'étais content. Mais ce que je fais, c'est que d'abord, il y a eu. Ces règles-là changent des fois, là. Fait que moi, je suis pas au courant. Ben, moi non plus, mais c'est toujours un peu sur mon excuse. Ça fait ben là, je pensais que ça avait changé. J'étais pas au courant. Mais fait que ça, c'était mon plan B. Mais moi, je commence toujours par. Parce qu'il faut passer sa carte. Ouais. Alors là, je passe ma carte, puis généralement, il se passe rien. Donc là, j'appelle, il y a un petit intercom. Là, je dis oui, sécurité. Je dis, oui, ben j'ai passé ma carte. Et écoute, 4 fois sur 5, ça marche, puis on m'ouvre la porte. Bon. Wow. Pour dire que c'est un stationnement payant. Là, c'est pas comme si je bénéficiais. Là, l'autre fois sur 5, tu fais quoi? Ben là, j'aurais dit je pensais que ça avait changé, les règles. Puis sinon, j'aurais dit je serais pas là longtemps. Donc. Donc, au bout du compte, tu rentres tout le temps. C'est rare. Ça m'est arrivé une fois ou deux de rebrousser chemin penaud. OK. Et pendant ce temps-là, ma voiture est toute bien au chaud. Toute bien au chaud. Et oui, c'est une bonne idée, mais c'est l'émotion que ça me donne qui fait que je suis petite chaleur. Oui, je suis comme ça. Chaleur dans le ventre. Là, je vais arriver et je vais voir la coulisse d'eau de toute la neige qui a fondu. Puis je vous le dis, là, je l'anticipe, j'ai hâte, puis je vais vivre. Ça va être dans mon ventre. Mais je te comprends tellement. Moi, je vis ça dans le stationnement. Je pensais pas que je vis ça dans le stationnement du Centre Bell parce que moi aussi, ma voiture est aux éléments. Tu comprends? Ça traîne sur le bord. Ça traîne sur le bord. Puis à chaque fois que je me dis, demain, je vais au Centre Bell, donc tout ça va fondre, ce qui est sur le dessus, sur le toit. C'est une bonne idée, là, mais... Finalement, vous avez raté votre vie de banlieusard, les gars. Je pense que on le savait pas jusqu'à là. C'est tout récent. Ouais. Il est jamais trop tard pour déménager dans la couronne. Mais c'est pas dans les... Regarde, la voiture est dans le garage. C'est pas... le plan fonctionne. Fantastique. OK, aujourd'hui, un week-end à l'image du Canadien. On est vieux. C'est ça que... Mais comme... Parlez pour vous autres. Mais nous, c'est ça. Tout le monde sauf Martin. Nous deux, on commence là-dedans. Moi, je suis un yummy, quoi. Un yummy Père Noël.
c'est vrai. Ouais. Elle t'a dit qui c'est ça, Père Noël? Ah, ben là, tu vas recommencer. Probablement. Tu vas recommencer dans les prochaines années. Probablement. Tu nous enverras des photos. Il en sera question lors de l'épisode 662, mais on n'est pas là. Aujourd'hui, un week-end à l'image du Canadien. Étalon de mesure, prise 2. Et une équipe canadienne junior plus tôt que tard. C'est Tellement Hockey, épisode 447. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Monsieur Alexandre Gascon. Bonjour, messieurs. Allô, Alex. Allô. Et votre chroniqueur principal au service des sports. Principal. Senior et principal au service des sports. Bonjour, messieurs. Monsieur Martin Leclerc. Monsieur Martin Leclerc, bonjour. Oh là là. Là, ça cabotine. Ça cabotine tôt. Oui. Je m'appelle Alexandre Coupal. On ne nous a pas donné grand-chose, mais quand on nous a donné quelque chose, c'était des chances de qualité. Moi, je trouve qu'on a joué un assez de bonne game pour aller chercher 2 points ce soir, mais c'est les 2 minutes en deuxième qui nous ont magané. C'est un classique de ce début de saison 2025-2026. N'est-ce pas que ce week-end du Canadien ressemble à ce début de saison du Canadien? N'est-ce pas? Dans quel sens? Ben, dans le sens que tout est là. Il y a toujours... Moi, ça commence à me... Et je sais qu'il y a plein de raisons à ça, mais quand je regarde sur mon téléviseur, le petit tableau avec les buts et les tirs, puis qu'il y a 2 buts, 8 tirs, ça arrive souvent, ça. Je sais pas, là... Ça t'énerve? Mais pas que ça m'énerve, mais je trouve pas ça beau. Je trouve que ça fait désordre. C'est pas supposé. Ben, je pense qu'il faut revoir, juste pour faire du pouce sur pour l'adversaire. Là, faire du pouce sur cette constatation de ta part. Il faut revoir nos façons de mesurer un peu ce qui est normal en termes de quantité de tir et de taux d'efficacité. Là. Parce que le taux d'efficacité moyen est en deçà de 900 cette année et puis est en baisse constante depuis... Partout, tu veux dire? Oui, le taux d'efficacité moyen dans la Ligue nationale des gardiens est en deçà de 900 et en baisse constante depuis plusieurs saisons. Donc, il y a toutes sortes de raisons à ça. Là. La qualité des joueurs, premièrement, de leurs habiletés, des tireurs, le talent qu'il y a dans la Ligue nationale. Mais il y a aussi le fait qu'on privilégie énormément la qualité sur la quantité. Et puis, c'est drôle, on avait eu une discussion là-dessus avec Jake Carlin un petit peu avant qu'il quitte le Canadien de Montréal, à savoir, est-ce qu'il regardait les statistiques différemment maintenant, sachant que, c'est ça, un 910 qui était dans les standards à l'époque, ou standards bien, disons, et aujourd'hui serait complètement extraordinaire. Ça équivaut presque à un 930 de l'époque. Donc, il disait oui, tout à fait. J'ai un autre œil maintenant quand je jette un regard aux statistiques. Donc, peut-être devras-tu, toi aussi, parvenir à la même conclusion. La moyenne a grimpé d'efficacité à 898. Elle était à 897, mais c'est ça. Tu veux dire cette année? Cette saison. Oui. Parce que l'an passé, ça a fini à 900. À 900, il me semble, de taux d'efficacité. En 2014-2015, c'est 915. De moyenne. De moyenne. Donc, un 910, c'était en deçà de la moyenne. Oui. Et là, ça a baissé constamment. 912, 910, 908, 907, 904, 900 la saison dernière. Puis là, on est à 898. Exact. Les défenses se resserrent un peu en fin de saison. On va peut-être être là, mais il y a moins de tirs. Mm-hmm. Il y a à peu près 7 tirs de moins par match par rapport à ces années-là, au milieu des années 2010. Alors, et en partie, Guillaume Lefrançois avait un angle intéressant le fait que les paris... Les paris sportifs. Comme il y a des paris qui sont faits sur le nombre de tirs qu'il y a dans un match, c'est compté de façon extrêmement pointilleuse maintenant. Donc, ça a réduit le nombre de tirs. C'est ce que les gardiens disaient ça d'eux-mêmes, en fait. Ils disaient, à cause des paris sportifs, ils revoient tous les tirs à la fin de chaque période. Ils en enlèvent constamment. Le moindrement que le tir, là, croit-il, serait un tout petit peu à l'extérieur du filet, ne serait pas cadré, même si le gardien a fait l'arrêt, on retire ce lancer-là. T'imagines-tu le niveau de surveillance que ça exige maintenant, l'existence des paris sportifs? Là, même le gars qui est un total anonyme, là, qui est sur la passerelle de presse, qui comptabilise les tirs, il pourrait être il est susceptible d'être soudoyé
pour C'est fou, hein? en ajouter 2-3, puis ça fait... Quelle époque. Quelle Non, belle c'est époque. épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. Mais c'est ça. Donc, le nombre de tirs a diminué à cause de ça et la façon de jouer a diminué. Les joueurs tentent de moins en moins de tirs qui sont à faible pourcentage de réussite. Tu sais, le petit tir de la ligne bleue, pas voilé, là, pour provoquer un arrêt de jeu ou le petit lancer du poignet. On voit plus ça, là. On voit pratiquement plus. Non, mais Lance, on ne sait pas ce qui peut arriver. Lance, on ne sait pas. Ben, C'est une autre époque. Pour provoquer l'arrêt de jeu, tu sais, pour aller chercher une mise au jeu en zone offensive, oui, mais En de rares cas. d'un angle extrêmement fermé, là, essayer de... Et souvent, ça cause des revirements, ces tirs-là, d'angle impossible. Tu rates le filet, ça tourne autour de la bande, ça fait... ça donne un surnombre de l'autre côté, mais il y en a moins de ça, mais ça a vraiment, vraiment diminué. Là, on était à plus que 30 tirs par match à un moment donné, en moyenne, puis on est rendu à 27 à peu près. Ouais. Donc, le Canadien, qui est un chef de file, parce que c'est une équipe depuis plusieurs années, depuis que Saint-Louis est là, c'est une équipe qui se concentre pas sur la qualité et non pas sur le volume. Souvenez-vous, Saint-Louis disait ça. Non, c'est une remarque comme une autre, mais c'est ça. Des égarements en deuxième période, dimanche. Quoique non, le Canadien n'a pas été dominé en deuxième période contre les Blues. Non, pas du tout. En fait, ils ont eu une première minute, 5 secondes déficiente. Là, puis 2 buts en 39 secondes. Et ça, honnêtement, ça a été la différence dans le match. Là. C'est là que ça s'est joué. Mais après coup, le Canadien a connu, somme toute, une bonne période. Puis c'était le cas aussi contre les Leafs de Toronto. En deuxième, ils les avaient complètement dominés, mais ils n'arrivaient pas à... Mais c'était un choc de cancre en deuxième contre les Leafs. Hein. Les Leafs aussi qui ont de la misère. Mais le Canadien a eu une excellente période. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à se séparer, comme dit Martin, parfois, là, à prendre l'avance confortablement de plus d'un but. Alors, mais contre les Blues, c'est vrai ce que Saint-Louis disait, à mon avis. Là, ils ont assez bien joué pour remporter ce match-là. Ça aurait très bien pu être le cas. Ça ne l'a pas été. Puis bon, mais ce qui est difficile à prendre, puis ce qui a dû agacer l'entraîneur, c'est que ce sont 2 présences d'affilée de la part de ces 2 premiers trios en début de période. C'est quand même, on a mis l'accent là, sur les débuts de période, les débuts de match, tout ça dans les derniers mois, les dernières années, qui sont venus un peu couper les jambes de son équipe là, avec des erreurs de couverture flagrantes. Ce qui est dommage, c'est que Martin et la plupart des entraîneurs n'aiment pas entrer dans les détails des stratégies de jeu puis du système qu'on applique et tout ça. Puis d'ailleurs, je lui avais demandé qu'est-ce qui ressort de tout ça. Puis il a dit oui, il y a quelque chose qui ressort, mais je le partagerai pas. Il a pas envie. C'est pas de tes affaires, Gascon. C'était un peu ça. Il y a plein d'affaires qui ressortent. Il veut pas en parler, mais ça serait intéressant des fois de pouvoir disséquer les jeux un peu plus avec lui, là. Mais ce sont des erreurs de couverture. Tu sais, Jayden Struble qui s'avance, qui pinch en zone neutre. À ce moment-là, moi, ça ne m'apparaissait pas trop risqué. Tous les joueurs des Blues lui font face. Il y a eu des erreurs de lecture après de Demidov, de Alexandre Texier. Puis sur le 3e but des Blues, donc le 2e en 39 secondes, il y a confusion entre Matheson et Suzuki. Donc, ce sont... on s'entend, c'est... Ce sont des choses qui arrivent, c'est des erreurs, ça n'a pas pris grand-chose. Mais oui, puis Matheson disait, c'est un énième rappel du fait que ça prend juste une fraction de seconde, puis la ligne est très, très mince là, entre la victoire et la défaite. Ouais. Puis ce soir-là, les 2 meilleurs joueurs sur la patinoire étaient du côté des Blues. Là. Dylan Holloway et Braden Shen ont connu un très, très bon match. Ils ont surpassé les meilleurs joueurs du Canadien. Fait que ça fait pencher la balance. Ouais, Holloway, c'était de toute beauté. D'ailleurs, on en parlait avec Martin. Oui. C'est incroyable que Dylan Holloway et Philippe Broberg soient rendus avec les Blues de Saint-Louis. Puis que les Oilers, 2 rares jeunes joueurs repêchés, développés par l'organisation, qui commençaient à avoir un impact, mais à qui on ne voulait pas trop en donner pendant la première des 2 finales des Oilers. Là, Holloway avait commencé à jouer un petit peu plus en finale. Puis tu le voyais là, dans les matchs, il se démarquait là, en finale de la Coupe Stanley. Broberg, on faisait très attention à son utilisation, mais il y avait quelque chose là, ça paraissait. Puis les Blues, l'été suivant, en ont profité parce que les Oilers étaient empêtrés dans toutes sortes de
de problèmes salariaux, si je peux dire. Là, il y avait de la difficulté à faire le ménage dans leur situation fiscale. Et ils avaient donné des contrats à Victor Arvidsson et Jeff Skinner. Donc, 2 vétérans en plus ou moins fin de parcours à 3-4 millions tous les deux. Et à cause de ça, ils étaient coincés. Ils ne pouvaient pas égaler les offres des Blues et on leur a soutiré 2 jeunes joueurs. Donc, ils en ont fait des erreurs, ces Oilers-là, au fil des ans. C'est l'équivalent d'un braquage. Ils se sont complètement fait voler 2 jeunes. Mais par leur faute, parce que sur des joueurs autonomes avec compensation, ils auraient eu beau jeu d'égaler l'offre. Puis merci, bonsoir, on continue, là. Alors, ils s'étaient eux-mêmes placés dans cette situation-là. C'est pas de la grande gestion. À l'inverse, c'est un grand coup de Doug Armstrong. Moi, je suis de deux choses. Moi, je pensais qu'on verrait davantage, parce que souvenez-vous, il y en a été beaucoup question là, pendant l'entre-saison, même que Gorton avait répondu à cette question-là, à savoir est-ce qu'il y allait avoir plus d'offres hostiles. Mais moi, je pense, j'avais l'impression qu'on verrait surtout des offres hostiles sur pas des joueurs élite. C'est pas des joueurs où la compensation, c'est le maximum. Parce que c'était la première fois qu'on le voyait. Je me demandais si ça ouvrait la porte à ça. Il est encore tôt là, pour le dire. Mais jusqu'à présent, il n'y en a pas eu d'autres. Mais quand ce genre d'épisode-là arrive, c'est un signal d'alarme à tout le monde. Fais attention à tes joueurs avec restriction. Puis tu parlais du week-end tantôt. Moi, je veux souligner que le Canadien, défensivement, a probablement connu... excellent week-end. C'est ça, a connu une séquence absolument fructueuse. Seulement 8 chances de marquer de qualité accordées aux Blues. Il y a eu 4 buts, tu vas me dire, mais défensivement, l'équipe a fait... Il y a eu juste 8 chances, mais il y en a eu des belles. Des 3A, c'est ça, de catégorie 3A, mais il y en a eu juste 8. Et contre les Maple Leafs, dans les 60 premières minutes, 7 chances de marquer. Ça, c'est bon. C'est très bon. C'est très, très bon. Mais d'abord, pourquoi ils ont juste une victoire en fusillade à montrer après ce week-end d'excellence en défense? C'est ça, parce que 39 secondes d'errance défensive les a coulés. OK, mais même les Leafs, ça aurait pu aller... Puis contre les Leafs, ils n'ont pas profité de leur chance. Ils ont dévoré les Leafs. Là, ça s'est terminé... C'est terminé quoi? 11, 14 à 7, les chances de marquer pour le Canadien. Il aurait dû remporter ce match-là en temps réglementaire. Oui. Est-ce qu'il manque d'opportunisme? Ils en ont manqué un petit peu en fin de semaine, mais de façon générale, non. Je pense pas que ce soit leur problème. C'est pas quoi? C'est quoi la 5e meilleure attaque? Ou enfin, ils sont encore très, très élevés parmi les meilleures attaques. Puis, tantôt, on parlait des tirs accordés aussi. Ils font bien. Ils donnent 27,3 tirs en moyenne, ils sont 12e dans la Ligue pour ça, donc tout près du premier tiers. C'est plus... Ils tirent très peu eux-mêmes, là, par contre. À 25,3, 25,6, ils sont à 29e dans la Ligue, donc c'est pas très élevé. C'est peu. C'est peu. Mais pour ce qui est de la qualité de l'attaque, ils sont 8e présentement, à 3,21 buts marqués par match. Mais ils en donnent plus, donc ça a beaucoup été une question de gardien là, jusqu'à présent, la saison du Canadien. C'est quand même une équipe qui s'est améliorée considérablement à 5 contre 5 par rapport à ce qu'on voyait l'année dernière en termes de chances de marquer accordées. C'est franchement mieux. Là, franchement mieux. Est-ce que, parce que ça, on en a parlé, là, moi, je vois des affaires qui sont pas fiables, là. Mais tu sais, je vois des affaires, là, des rumeurs, là, de « Ah, le Canadien serait peut-être intéressé à tel gardien, le Canadien serait peut-être intéressé à tel gardien. » Est-ce que cette idée-là, pas le détail, là, mais est-ce que cette idée-là, c'est une vraie... Est-ce que c'est une vraie idée? Je sais pas. Parce que c'est vrai que depuis novembre, enfin, c'est quand on regarde ça, on revient à... je parlais qu'après, je me rappelle pas, en première période, dans le match contre les Blues, tu regardes le tableau. Mettons, tu viens d'arriver, tu regardes le tableau. Il y a 2 buts pour Saint-Louis sur 8 tirs. D'ailleurs, j'ai pas fait le calcul, là, mais c'est... Ça t'agace. Non, mais c'est pas en bas de 900, là. C'est beaucoup en bas de 900. Et à l'œil, on dit, Debèche n'a pas été... été correct. C'est pas tant lui le responsable. C'est des affaires qu'on répète là, depuis le début du mois de novembre, surtout. Fait que je sais pas, est-ce que... Moi, quand je vois des affaires comme ça passer, le Canadien s'intéresserait peut-être à un gardien, je fais, voyons donc, ça n'a pas d'allure, non? Ça a pas mais en même temps... On s'entend, les équipes qui ont des bons gardiens ne vont pas les échanger. On est à une époque où le 3e gardien a une importance quasi capitale dans une organisation parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver en termes de blessures. Puis
Il y a Coupe de Bêche, un gardien de 24 ans, le Canadien ne va pas démissionner dessus. Ils ont l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Ils vont pas l'expédier ailleurs en se disant on va améliorer la position devant le filet. Puis Montembeault, progression constante au cours des dernières saisons. Il y a un mauvais début de saison, mais l'année passée, il était 6e dans la Ligue nationale en termes de buts. Ils ne font pas les séries, ils ne participent pas aux séries. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait qu'il faut que tu fasses attention avec ça, à cette position-là. C'est facile de jouer aux cartes puis de changer de gardien, mais... Il y a l'Avalanche du Colorado qui l'a fait avec succès l'année dernière, là, en refaisant complètement... en allant chercher un nouveau personnel avec Mackenzie Blackwood, Scott Wedgwood, tout ça. Mais c'est rare que tu vois ça, parce que c'est rare que ça fonctionne. Après ça, des fois, on jase, j'en sais un peu plus, mais sur ce cas précisément-là, je ne sais pas s'ils regardent pour avoir d'autres gardiens. Et je serais quand même surpris parce que, à moins d'en donner un dans l'échange, ça aussi me surprendrait, ben là, il n'y aura pas de ménage à 3 devant le filet. Donc, tu fais quoi? Tu soumets Samuel Montembeault au balotage pour l'envoyer en bas? Ça ne marche pas avec le plan non plus. Ça m'apparaît un peu hasardeux. Là. Ouais. Mais la question, c'était un peu, est-ce que ça va suffisamment mal avec les gardiens de but du Canadien pour que ça se puisse? Ben, c'est sûr qu'ils considèrent tout. Là. Je veux dire, c'est ça leur job, mais parce qu'ils constatent bien, comme tout le monde, que ça leur a coûté des points là, en ce début de saison. Tu sais. Mais on est qu'au mois de décembre, puis ils vont avoir besoin de Samuel Montembeault. Puis l'idée, c'est c'est toujours mieux d'essayer de régler les problèmes que tu as dans ta cour plutôt que de penser que l'herbe est plus verte chez le voisin, puis que tu vas régler tous tes problèmes d'un coup de baguette magique. Là. C'est la première fois depuis qu'il est avec le Canadien, Martin l'a mentionné, que Montembeault traverse une période difficile puis un recul. Ben, travaille avec lui, puis il devrait avoir les outils pour s'en sortir. Là, il y a un peu plus que 2 mois, même pas. Il y a 2 mois de fait. Exact. Puis en attendant, il y a Coupe de Bêche. C'est correct. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, là, sa campagne jusqu'à présent. Donc, puis il y a toujours la possibilité de donner des matchs à Capo Kakkonen aussi. Là. On ne sait pas qu'est-ce que ça donnerait. Là. Des fois, c'est ça, ce genre de gardien-là débarquent, obtiennent 5-6 départs, font très bien, sont sur l'adrénaline, voient une chance de peut-être essayer, se faire voir à nouveau dans la Ligue nationale, obtiennent quelques bons matchs. Puis ça peut colmater une brèche en attendant. Donc, ils sont quand même des ressources devant le filet là, pour l'instant. Tantôt, tu m'as fait sourciller. Tu as dit que le Canadien 5 contre 5 s'était amélioré. Dans les chances de marquer, je trouve. C'est ça, oui, de façon générale. Dans les chances de marquer accordées. Oui, tout à fait. OK, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais ça, au rendement, c'est ça. Dans la Ligue, ils ont un différentiel de -9 à 5 contre 5. Ils sont 24e dans les résultats. Mais je suis d'accord avec toi sur les chances de marquer. C'est ça. En tant que... Dans le système défensif, dans l'application de leur système défensif, dans les chances qu'ils accordent, c'est une équipe pas mal moins permissive que l'année dernière, où des fois, c'était pas beau à voir. Je pense que Lane est prête pour n'importe quoi. Ces joueurs comme ça, tu fais attention de ne pas les overcoacher. Tu aurais dû shooter, tu aurais dû passer. Là, habituellement, si je laisse faire leur lecture, c'est pour ça qu'ils sont élites. Fait que moi, je m'arrête pas à ça. Moi non plus. Ah, on s'arrête pas. On s'arrête pas à ça. Quelle une très bonne saison, Lane. Lane, c'est Lane. Offensivement. Lane, c'est Lane. Un petit ralentissement. Il y a juste une mention d'aide à ses 6 derniers matchs quand même. Mais il a compté. Oui, il a marqué. Mais c'est le cas. Je veux dire, comme corps arrière. Il y a eu combien? 60 mentions d'aide la saison dernière. Ouais. C'est rare que tu le vois disparaître ou être un peu moins présent en termes de distribution de rondelles ou de participation à des buts, là, mais il fonctionne à un rythme en termes de buts supérieur à l'année passée. Oui, puis vraiment. Il va être encore autour de 60 mentions d'aide, peut-être un peu plus. Ben là, il y en a 17 en 28 matchs, là, donc c'est peut-être un peu moins comme rythme, mais en termes de points par match, ça se passe très, très bien. Et n'a-t-il pas autant de buts que l'an passé déjà? Ou presque? Il y en a un de moins, il y en a 5, puis l'an dernier, il y en avait c'est déjà 5 buts. Non, Lane, là, il est bon. Il est pas bon, il est très bon. Il est bon au point où est-ce que c'est mandatoire. Une cadence de 65 points en ce moment, mais pas mal plus de buts. Ouais.
Donc là, il c'est ça. marquerait 15 buts là, à ce rythme d'environ 14-15 buts. Là. Il en avait marqué 6 l'année dernière. On parlait la semaine dernière de la nouvelle configuration ou du fait que le Canadien travaille vraiment plus près de la ligne des buts. Et ça permet, En avantage numérique. en avantage numérique. Et ça permet à... Hudson n'a pas un tir fracassant, mais ça lui permet de prendre des tirs de beaucoup plus près. Ouais. Ouais. Il en a marqué un sur réception. Oui, comme ça, exact. hein? Exact. Alors, c'est Non, ça. non, puis on l'a vu travailler tout l'été sur son tir, puis c'est ça. On voit les fruits, la récolte de ce travail. Et Mike Matheson est sur une excellente séquence de 2 matchs sans avoir brisé de bâton. Je tiens à souligner. Il n'en a pas brisé contre Toronto non plus. Hein? C'est ça. Ouais. Je pense qu'il n'y en a pas brisé. Ce que je n'ai pas remarqué dans le match contre Toronto. Mais il reste, on parlait de Lane et tout ça. Il y a eu un dossier dans la presse sur le sujet. Avec un titre savoureux. C'était quoi déjà? Discussion sur les bâtons rompus. Ah, c'est bon. C'était C'est ça. lequel de nos excellents Je confrères? ne le dirai pas, là, parce qu'à un moment donné... Non, mais je m'en rappelle pas. Faites Ok. vos recherches. Ok. Non, mais ça m'a fait sourire parce qu'on en avait... Martin, on en avait parlé, puis... c'est ça, c'est assez... Apparemment que c'est juste des fois, il y a une petite craque. C'est juste ça, c'est parce qu'il y a une petite craque. Non, c'est pas juste. Non, Matheson, moi, j'étais pas là vendredi. Je remplaçais à la radio ici, là, mais il y avait... donc, il y a eu une discussion sur les bâtons rompus. Ouais. Et apparemment que Mike Matheson n'avait C'est ça. pas vraiment Il a envie pas le d'en droit de jaser. jaser, là. Jaser de son Warrior, le type de bâton qu'il utilise. Non, mais on peut comprendre, là. C'est son commanditaire, mais... En même temps. Ça doit... Je sais pas s'il a commencé à en essayer d'autres en secret, mais... C'est pas un sujet... si tu jases de tes bâtons qui brisent tout le temps, c'est soit parce que comme athlète, tu travailles pas avec le bon outil, ou soit ou tu as une relation d'affaires avec quelqu'un et tu mets dans le... Tu places ton partenaire en mauvaise posture. Fait que c'est pas évident C'est de pas discuter. confortable. C'est ça. C'est pas une conversation Discuter confortable. de ça devant un micro, là, c'est pas évident. Mais tu sais, on parlait de la part de Lane et tout ça, puis tu sais, je regarde la part offensive des défenseurs. Le Canadien est quand même l'équipe dont les défenseurs ont récolté le plus de points depuis le début de la saison. Là. Donc, c'est une équipe à 71 depuis le début de l'année. C'est une équipe qui roule à plein régime avec ça. Noah Dobson a une bonne saison. Mike Matheson contribue aussi. Donc, ils ont trois défenseurs offensifs maintenant. Et malgré le fait... Ça compense un peu pour le manque de profondeur. À l'attaque. Et exact. en plus avec les blessés. Mais oui, s'ils ont une bonne attaque, en ce moment, 8e dans la Ligue, c'est en bonne partie grâce à la part de leurs défenseurs. Tout à fait. Premier dans la Ligue, quand même. Cette profondeur-là, justement, bon, là, c'est sûr que Kirby devrait être de retour. C'était Avant 4 à Noël. 6 semaines, donc théoriquement, je pense que la semaine prochaine, ça ferait 4 semaines. Ou on est dans la 4e. Je veux dire, ça, regarde, parle, rien là. comme un... Non, mais je vais juste faire continuer de faire... Ça, c'est ça, les gens aiment ça. Ça donne pas du tout envie d'éteindre son lecteur numérique. Non, on est tout près d'un retour, mais j'allais dire... moi, Les plus cyniques diront si on est plus près d'un retour, on est plus près d'un autre départ. Oh là là. On se rapproche dangereusement de sa prochaine blessure. C'est ça, mais souhaitons lui Ben là, souhaitons-lui vraiment de placer ça derrière lui, cette séquence épouvantable-là. Mais, Pour lui. mais tu sais, on voit que ça s'essouffle un peu. C'est difficile offensivement. Le Canadien, la chance, l'avantage numérique s'est remis à fonctionner durant le voyage dans l'Ouest, mais Gallagher n'a pas de points à ses 6 derniers matchs. Un Anderson but depuis le début de l'année. Anderson n'a aucun point à ses 7 derniers matchs. Evans, aucun point à ses 5 derniers matchs. Veleno a 1 but, aucune mention d'aide depuis le début de la saison. Écoute, je viens d'en nommer 4. Pour une équipe qui est censée battre les autres par vague, là, Ouais, en c'est ça. utilisant la profondeur C'est un comme peu arme secrète. Il y a des vagues un petit peu moins fortes que d'autres. c'est pas des... Ouais, Il y a des Fait que- vaguelettes. Fait que ça nous montre un peu pourquoi Alexandre Tessier, on l'appelle Tessier tout le temps sur la passerelle, pour le québécisé. non, mais... Ça explique un peu pourquoi il prend du galon dans l'alignement puis on lui donne des responsabilités. Là. Voilà. Mais là, wow, c'est... Pourquoi, hein? Texier. Oui, je sais. OK. Non, mais c'est parce que j'entends des gens qui font pas de blague, l'appeler Tessier encore. Puis je suis comme... Hey, Non. je pensais que ça avait été réglé. C'est entre nous sur la passerelle. Ça, c'est cette espèce de complicité là, de Là où- gars de passerelle. Là où toutes les confidences Naissent. sont faites. Ouais. Ouais.
Alors, pour revenir à Kirby, ça fait 3 semaines et demie. Ah, je pensais que les 4 semaines étaient passées. Non, On était dans la 4 zone. semaines en fin de semaine. Okay. Bon. Donc, la zone commencerait à partir de la fin de semaine. Fenêtre. Ça fait naître. Mais là, tu as parlé de zone. Ouais, okay. Texier, donc, sur sur ce deuxième trio, parce que là, dans tes notes, Martin, tu t'écris que au niveau depuis que Texier est là, c'est la première fois, ou enfin, c'est la combinaison. C'est la seule. Regarde, tu me corriges. Ouais. C'est la seule combinaison incluant Demidov et Kapanen qui jouent dans le positif en termes de possession de rondelles depuis le début de la saison. Ouais. Est-ce que c'est ça? Oui, ben écoute, j'ai décidé cette année de faire une couverture autistique de la possession de rondelles. D'ailleurs, ça te va très bien. D'ailleurs, je retranscris des statistiques à chaque match sur la possession de rondelles et tout ça, puis j'essaie de suivre les progrès des joueurs. Puis la paire Kapanen-Demidov, peu importe avec qui elle a joué depuis le début de la saison, ils ont eu énormément de difficultés à garder la tête hors de l'eau. Quand je dis la tête hors de l'eau, ça veut dire pour la possession de rondelles. Être à 50% et plus en possession de rondelles. Et ils ont eu des succès offensifs. Mm-hmm. Ça les a pas empêchés, ouais. Qui, à mon sens, sont intenables si tu es toujours en déficit en possession de rondelles. Si tu n'as pas la rondelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça, j'ai sursauté. Tu sais, même avec Slavkovski, là, qui était le meneur chez le Canadien en termes de possession de rondelles quand il avait été déplacé du premier trio pour être placé avec les deux jeunes. Avec Slav, ils ont connu 6 matchs entre 18% et 45% de possession de rondelles sur 7. Fait qu'ils ont été en dessous. Ils n'ont pas eu la tête au-dessus de l'eau pendant 6 matchs sur 7. Et le seul match où ils ont été corrects, ils ont été à 50% pile. Et les 2 fois où ils ont joué avec Texier, ou 2 des 3 matchs où ils ont joué avec Texier, ils ont eu quand même de très bonnes notes. Là. Contre Toronto, ils ont été exceptionnels. Ils ont eu 53% contre Toronto, puis 75% contre les Blues. OK, c'est contre les Blues. C'est vraiment bon. Et Kapanen, dimanche, c'était son premier match au-dessus de 50% depuis le 11 novembre. Il a été individuellement 70%, pas loin de 71% en possession de rondelles. Et à la blague, quand on s'est quitté, je pense, dimanche, je disais à Alexandre, si Texier est capable de permettre à ces gars-là d'être dans le positif en termes de possession de rondelles, match après match, il y a un job pas mal. C'est des bons arguments. C'est des bons arguments pour lui. Parce que ce sont 2 recrues. Il ne faut pas oublier ça. On entend parler de la profondeur du Canadien. Puis là, oui, mais c'est l'équipe la plus jeune. Et les équipes les plus jeunes ne gagnent pas habituellement dans la Ligue nationale. Et là, tu as dans l'équipe la plus jeune, 2 recrues qui jouent des rôles importants. Qui jouent ensemble, qui ont un rôle important. C'est le deuxième trio. C'est extrêmement difficile. Alors, si Texier... puis honnêtement, je pense que pour avoir regardé jouer Texier à Saint-Louis, avoir observé quelques-uns de ses matchs quand la transaction a été faite, de jouer juste avec un trio défensif ou peu offensif, on dirait qu'il n'était pas stimulé par ça ou qu'il était moins engagé. Mais le fait de jouer avec des gars offensifs, je pense que ça l'allume et que ça améliore son jeu de façon globale. Là. Ouais. Fait que si Texier est meilleur, peut-être qu'il rend aussi ses coéquipiers meilleurs de ce côté-là. Alors, on verra si ça se poursuivra, mais avec les statistiques que je donnais tantôt, là, Gallagher, Evans, Anderson qui sont complètement au neutre, Jared Davidson, qui est un gars qui arrive de la Ligue américaine, qui fait ses premiers pas dans la Ligue nationale, c'est pas facile. Veleno, qui a un point depuis le début de la saison. Là, je viens de vous donner 5 des 6 membres des 2 derniers trios. Et Zachary Bolduc, il est capable d'aller chercher des points quand on le fait jouer avec Suzuki et Caulfield, mais sur un 4e trio avec des joueurs moins offensifs. C'est difficile comme recrue de tirer la charrette. Fait que Texier, on s'attendait pas beaucoup de gens qui s'attendaient à quelque chose de sa part, mais c'est un gars qui a du vécu de la Ligue nationale. Et à date, après 3 matchs très minces échantillons, Martin Saint-Louis lui donne de plus en plus de responsabilités. C'était le segment Possession. On change le nom avec du Martin Leclerc. Possession. Puis, tu sais... Possession du démon. Le duo Kapanen-Demidov est quand même à 5 contre 5, qui est à plus 5 depuis le début de l'année. Ils ont marqué 17 buts, ils en ont accordé 12, ce qui est très bien.
Mais si vous regardez les statistiques avancées, les buts attendus, là, ce qui aurait dû se produire, sont largement au-dessus. C'est sûr que ils sont largement au-dessus. Ils ont marqué beaucoup plus de... Ils sont à plus 5 à 5 contre 5 alors qu'ils devraient être dans le négatif. OK, c'est ça. Donc, ils ont un bien meilleur rendement, c'est ce que je voulais dire. En même temps, c'est vrai, tu as raison, c'est pas... Je niaise, non. Ce qui aurait dû arriver, on met Paris en bouteille. Oui, mais généralement... Ce qui aurait dû finir par arriver, ça se corriger. Mais évidemment que le talent change quelque chose dans ces données-là. On peut... Tu sais, si le Canadien, quand Ivan Demidov est sur la glace, selon les statistiques avancées, est supposé marquer 45 des buts, par exemple. OK? Et que c'est exactement le même chiffre quand Josh Anderson est sur la glace. Mais ça se peut très bien que le Canadien marque plus que 45 des buts avec Ivan Demidov parce que c'est Ivan Demidov, puis que lui va transformer certaines chances de marquer qu'Anderson n'aurait pas mis dedans en but ou passe décisive ou bon. Oliver Kapanen n'aurait pas 8 buts cette saison s'il jouait avec Josh Anderson. Sauf que le fait que son taux de conversion soit encore dans les 20 quelques % laisse croire que tout ça... qui ne marquera pas 20 buts non plus s'il joue avec Ivan Demidov dans 2 semaines. Ton taux de conversion est nettement meilleur si tu reçois la rondelle sur la palette dans l'enclave à 4 pieds du gardien. C'est sûr. Ça lui arrive souvent. Aucune idée de ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr que ça aide. C'est exactement. Ça lui arrive souvent, effectivement. Et il en profite bien. Il a un très bon tir. Il est capable de se faire oublier. Il ne met pas dans la bande. Non, il a un bon tir. Il est capable de se faire oublier. Puis c'est vrai là, qu'il y a une intelligence hockey, un sens du jeu. Oliver Kapanen. Mais il ne met pas dans la bande. Jake Evans, cette année, là, c'est quand même le centre défensif de cette équipe-là qui est supposé de se charger des missions corsées. À 5 contre 5, le Canadien a 7 buts quand il est sur la glace et en a accordé 21. C'est un rendement... je ne sais pas comment le décrire, là, mais... C'est pas bon, là. Non. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Puis ça, c'est pas bon. C'est supposé être un spécialiste. Je comprends, là, je sais pas si c'est encore le gars qui prend le plus de mise au jeu en zone défensive de toute la Ligue, mais ça l'était il y a pas si longtemps. Et si c'est pas le numéro 1, il est parmi les plus occupés, là. Il commence à peu près, sauf récemment dans un match, mais généralement, il commence à peu près toutes ses présences en zone défensive. C'est sûr que ça aide pas, là. Mais quand même... ce gars-là peut pas être à moins 14, à 7-21, les buts marqués à 5 contre 5 après 2 mois de la saison parce que il va pas compenser de l'autre côté. Là. Donc, ça veut dire qu'il y a de la difficulté à se charger de ses missions défensives en ce moment. C'est pas une bonne saison pour lui. Là. Donc, c'est la première année d'un contrat de 4 ans. On s'en parlait encore. Non, mais c'est la pression du gros contrat. Non, mais il commence un gros contrat. Il y a des gens qui disaient là, donner 4 millions à Evans ou 4 millions et demi. C'est ça. Mais tu connais rien. La saison dernière, son trio, c'était un trio de possession de rondelles. Là. Ils étaient toujours en zone adverse. La rondelle derrière les défenseurs, c'est plus la même chose. Non, moi, j'étais tout à fait pour là, que le Canadien garde, cela dit, puis je pensais que ça tournerait autour de 3, peut-être entre 3 et 3,5. À 2,8 environ, 2,8, 2,9, c'est d'accord. Là, je trouve que c'est assez juste comme rémunération. Ben oui. Ouais. Puis, il est probablement... Gallagher, c'est très difficile cette année. Anderson, ça n'a jamais été un gars qui tire la possession de rondelle vers le haut. Gallagher, c'est la première saison. Là, il y a une drop. Il y avait eu des blessures importantes dans certaines saisons, puis son rendement n'était pas la même chose, mais il a toujours été un des gars qui obtenait le plus de chances de marquer chez le Canadien. Et ça, peu importe. Il trouvait le moyen d'arriver au filet au moment opportun pour récolter des retours, se placer, tout ça. Mais c'est vraiment en baisse par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Puis, il y a 33 ans quand même, Gallagher. Il y a du millage. C'est ça, il y a beaucoup de kilométrage. Il ne s'est pas beaucoup épargné. Il n'a pas, il n'a pas fait d'économie. Il n'a pas fait de demi-mesure. Il n'a pas fait d'économie. Mais c'était difficile en début de saison. Mais il en obtient là, un petit peu plus des chances de marquer. Oui, là. récemment, oui. Vraiment, il en a obtenu pas mal plus. Sauf que c'est ça. Ses présences sont courtes. Et je pense, il se connaît. Là, il a cette intelligence-là. Il sait ce que ça lui prend pour survivre. Mais c'est des présences de 35 secondes.
Alors, le moindrement, lui qui passe un petit peu de temps en zone défensive pour commencer, puis là, c'est ce qui lui arrive en jouant avec Jake Evans. Mais il n'a pas le temps d'aller jouer de l'autre bord là, parce que c'est des présences de 30, c'est 30 secondes. Loin. C'est trop long, surtout. Ça prend trop de temps. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasions de se faire valoir de l'autre côté. C'est sûr qu'il y a un petit ralentissement là. Moi, je dis ramener Philippe Danault puis Thomas Tatar. Ça, c'était bon, ça. Mais là, Danault serait sur le bloc. Vous avez entendu ça? C'est Elliot Friedman qui a dit ça. Apparemment que le joueur et l'équipe, le camp du joueur et l'équipe serait peut-être ouvert à la possibilité d'un changement. Moi, j'ai une grosse fibre romantique. Ils vont perdre Kopitar, eux autres, cette année. Là, il y a une saison extrêmement difficile. Là. Danault, offensivement. Mais offensivement, pas juste offensivement, même ses chiffres défensifs sont pas très bons. Mais je regardais, tu sais, il a marqué 27 buts, je pense, la première année de son contrat à Los Angeles. Puis ensuite de ça, tu sais, il a taquiné le 20, mais... Non, mais il a été fidèle à lui-même, là, toutes ces années-là. Danault, depuis... Ça fait 9 ans que Philippe Danault est un gars qui récolte entre 40 et 50 points par année. Tout le temps. Incluant ses années avec le Canadien. Oui, une année de 25 points, mais en 52 matchs, un rythme de 40. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Extrêmement constant offensivement. Il y a eu de très belles saisons avec les Kings. Et je me rappelle que dans tous leurs affrontements, ça fait 3 ans de suite qu'ils affrontent les Oilers d'Edmonton au premier tour, là, puis qu'ils perdent. L'année dernière, je ne sais pas, mais dans les 2 premiers affrontements, il y a 2 ans, quand on regardait particulièrement, quand les Kings plaçaient le trio Danzig Kopitar contre Connor McDavid, ils se faisaient manger tout cru. Et quand Philippe était là, c'était pas la même chose. Exact. On faisait jeu égal. Il annihilait. Et faire jeu égal avec McDavid, c'est une victoire. Donc, il annihilait son impact à 5 contre 5. Il était beaucoup plus efficace que Kopitar. Ça fait pas longtemps de ça. Puis Philippe Danault a 32 ans, là. Il lui reste une autre saison de contrat. Donc, je ne sais pas à quel point... Est-ce que ça va... on va à les ponts, hein? On va reconstruire le pont entre les deux parties. Corriger une grave erreur. Se serrer la main. Qui a été faite par l'administration précédente. Non, mais je parle entre les Kings et le clan Danault. Est-ce qu'on va se serrer la main, passer à autre chose, décider de continuer? Je ne sais trop là, dans quelle direction on va aller. Mais... c'est quand même intriguant pour le Canadien qui cherche un joueur de centre en ce moment. Mais on s'entend qu'il cherchait plus un joueur de centre à caractère offensif. Sauf que là, c'est Joe Veleno qui est 4e centre. Est-ce que ça serait une amélioration? Parce que poser la question, c'est y répondre. Non, mais au-delà de ça, là, au-delà du calcul. Ça ferait une belle... Le Danner. Mais ça serait bon pour nous autres dans le vestiaire, en tout cas. Mais c'est quand même intriguant. Cette chute-là est intriguante. Oui, c'est peut-être inquiétant aussi. Moi, je le vois pas assez. J'ai pas vu jouer beaucoup. Non, Pierre-Luc Dubois, ça fonctionnait pas à Los Angeles. Il est arrivé à Washington. Pouf. Dans le jeu, rôle important et tout ça. Philippe a bien fait là-bas. Est-ce que les circonstances ont changé, son utilisation? Ses compagnons de trio? J'ai pas... il joue encore avec Trevor Moore, qui est un de ses ailiers de prédilection depuis plusieurs saisons. Warren Fogle, en ce moment, qui est quand même un allié de soutien de qualité, là, qui avait été utile à Edmonton. C'est sûr... Là, on regarde juste le rendement de Danault. Est-ce que Moore joue au même... Il s'est passé qu'il y a quelque chose. C'est une chute... C'est drastique. Oui. C'est draconien. Ça fait sourciller, c'est clair. Là. Bon, donc, Danault, on le ramène. Tatar, est-ce qu'il a pris sa retraite? Est-ce qu'il est encore... Tatar, Lekonen, on a encore Evans, on est correct. Lekonen, ça va coûter cher. Tatar joue en Suisse. Bon, donc il devrait être ouvert à l'idée. Puis on a encore Gallagher, donc... On peut recréer le meilleur trio à 5 contre 5. Mais oui. Ce serait mieux de le recréer en Suisse, par exemple. Ce serait plus dominant. Il y a peut-être un Fribourg-Gotteron qui profiterait grandement de ça. Rapidement, un petit mot. Évidemment, on enregistre mardi matin, mais reste que, souvenez-vous, avant le match contre l'Avalanche, on disait étalon de mesure. Martin, tu disais, les entraîneurs se servent de ces matchs-là. Ça percole le restant de l'année. On y revient. On peut... et évidemment, contre l'Avalanche, les apprentissages ont été nombreux. Oui. Est-ce qu'il y a une petite notion de ça aussi? Ça reste le Lightning, ça reste... ils ont connu un début de saison difficile, puis ils ont encore des blessures, mais
C'était l'équipe de l'heure, ce l'est probablement encore. Ils viennent d'en perdre 4 de suite. Ouais, bon. Oui, c'est ça, avec la défaite d'hier. Ouais, contre Toronto. Par blanchissage. Mais ça reste un match où le premier rang de la division est en jeu. Fait que c'est le genre... un match de 4 points. Oui, mais non, mais... il est tôt dans la saison, mais c'est genre, il y a un enjeu. C'est on se présente ce soir, direct. Il y a un enjeu de plus. Ouais. Et c'est une équipe qui a eu énormément de succès au cours des dernières années. On s'entend, présentement, ça roule pas. 4 buts à leurs 4 derniers matchs. Ils ont ça. été blanchis 2 fois de suite. Exact. Alors, il y a des petits... Kucherov a son deuxième pire début de saison depuis 2017. Il y a 34 points présentement. Il y en avait 47 à la même date lors des 2 dernières saisons. 34 points, c'est quand même... Oui, ça va bien. C'est mais pourri. En 26 matchs. C'est pourri. Braden Point a son pire début de saison en carrière. De loin. Il est moins 12 présentement. C'est le pire différentiel au sein de l'équipe. Victor Edman aussi, qui a été blessé, mais il a aussi son pire début de saison. Point aussi a manqué 7 matchs. Exact, c'est ça. Ils ont tous les gars qui ont été plusieurs des gars qui ont été des piliers là, de la formation qui a gagné des Coupes Stanley ont des blessures. Eric Chernak aussi a joué un match depuis le 18 novembre. Vasilevski, lui, quand il joue, il a un bon rendement. Il a un très, très bon début de saison, mais il s'est blessé au camp d'entraînement. Ça a inquiété la direction du Lightning au point de réclamer le gardien des Kings qui avait été soumis au balotage. Là, ils l'ont retourné. Phoenix Copley? Oui, c'est ça. Ils l'ont renvoyé. C'est l'année dernière, ça? C'est cette année? OK. Il me semble que c'est arrivé C'est cette pas à année. Los Angeles? Non. Moi, je sais encore plus. Et Vasilevski, écoute, quand il n'est pas le gardien partant désigné, le Lightning l'habille même pas. C'est pas besoin de mettre les jambières, André. Il prend ses repos total aujourd'hui et on habille le troisième gardien. Il est blessé présentement, Vasilevski, donc on ne le verra pas contre le Canadien. Oui, tu as raison, c'est cet automne. Je suis vraiment... Petite mémoire. Fait qu'il y a quand même... c'est pas la même... c'est pas le même Lightning Il y a Hagel qui a vraiment un très bon début de saison, là, Brandon Hagel, mais c'est ça. Les piliers qui ont un peu plus de kilométrage... les blessures commencent à sortir. Vasilevski, j'imagine que c'était en début de saison qu'on s'inquiétait aussi de son avenir, un peu en disant ça commence à ressembler à Carey Price un peu comme carrière, tu sais. Bon, avec 2 Coupes Stanley en plus, là, mais on s'entend au niveau de l'efficacité, de la domination, de l'utilisation et tranquillement des blessures, des opérations au tournant de la trentaine, tout ça, des absences régulières, tu sais, qui... Il y a eu des problèmes de dos, des interventions au dos l'année passée, l'année d'avant. Il y a eu le genou aussi. Ouais. Donc, ce sont des gardiens qui ont été tellement utilisés. Des fois, ça laisse des traces. Vieillis un peu plus prématurément, c'est sûr. T'sais. Il y a toujours des exceptions, on s'entend, là, Marc-André Fleury, mais on sent qu'il est magané un peu. C'est biomécaniquement, lancer une balle, c'est pas un geste naturel. Là. C'est pour ça que les lanceurs sont blessés à répétition au baseball, mais de se jeter à genoux 100 fois par match avec des hivers complets en position papillon, les genoux vers l'intérieur puis les chevilles vers l'extérieur, c'est loin d'être un geste normal. Là. Et à un moment donné, l'usure arrive, les hanches, les genoux commencent à lâcher, etc. Ça va probablement arriver. Vasilevski a été le gardien le plus utilisé de la Ligue. Probablement depuis son entrée dans la Ligue nationale. Moi, en tout cas, avec Hellebuck, là, c'est toujours Vasilevski, Hellebuck et aussi Saros, généralement. Là. Il commence à être blessé, Hellebuck. Hellebuck est blessé en ce moment, oui. Donc, oui, c'est ça. C'est peut-être plus le monstre que c'était, là, le château fort imprenable. Et ça a tellement été un bourreau du Canadien aussi. Donc, il n'y a personne qui va se plaindre de son absence au Centre Bell. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question. Question du public, question du public. Question du public, question du public. Question du réseau.
Alors, j'avais soumis à l'équipe des réseaux sociaux, dont on ne remercie pas assez l'ardeur au travail. Merci, la gang, c'est très apprécié. Je leur avais soumis 2 versions de cette question-là. Et c'est eux qui ont choisi le verre à moitié vide. Donc, je m'en dédouane tout de suite. Mais c'était soit qu'avez-vous le plus aimé ou le moins aimé chez le Canadien en fin de semaine? Alors, on a demandé qu'avez-vous le moins aimé chez le Canadien en fin de semaine? Quelques réponses triées sur le volet. Sur le book, il y a Fred qui dit les bâtons de Matheson. Mais ça n'a pas été si pire en fin de semaine. Non. Mais les gens ne respectent pas toujours les consignes aussi. Là. Des fois, ils répondent à ce qu'ils ont envie de répondre, puis c'est bien correct. Parce que les consignes ici, Personne qui ne respecte ça? Yves, incapacité à remporter des mises au jeu. Je ne sais pas si ça a été le cas en fin de semaine. Contre Saint-Louis, ça a été très Mais difficile. ça, c'est récurrent aussi depuis le début de la saison. Enfin, pas seulement depuis le début de la saison, c'est depuis que Philippe Danault a été échangé. Philippe Danault, très bon encore, très constant encore au cercle des mises au jeu. Il reviendrait, on mettrait une chanson de Robert Charlebois. Il pourrait, non, la Saint-Jean, non, ça marche pas. Robert Charlebois qui était au Centre Bell dimanche. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ça a été ouais. le fait saillant du match. Ben oui. Ça a été montré à l'écran, chaudement applaudi. Vraiment? J'espère bien. C'est une légende. Mais je sais bien, t'as raison. Louis-Philippe, toujours sur le book. Nos vétérans, Gallagher et Anderson, pas de leadership, pas d'énergie, pas de résultat. Pas de chocolat. Pas de respect. Pas de respect. Envers Ça eux. va, pas de respect. Ben, en même temps, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que pas de résultat, Pas pas de d'énergie, chocolat. ça va ensemble? Je dirais pas d'énergie. Non. Pas de leadership, ça, c'est difficile à Ça fait cerner. beaucoup, là. En passant dans le match contre les Blues, ils ont été à 91 En possession. en possession. Ce segment En contrôle des possession, tentatives. De temps en temps. un une petit but, présentation... un petit but. Et ils ont eu plus de chances de marquer dans les 3-4 derniers matchs. là. Ouais, ouais. À un moment donné, ça va. Gallagher Ça va fonctionner. Lâchez en obtient pas. vraiment plus depuis quelques semaines. Lâchez pas, vous allez y arriver. Sur le tube, qu'est-ce que vous avez le moins aimé du Canadien en fin de semaine? La deuxième période du Canadien contre Saint-Louis. On devrait enlever ça, les deuxièmes périodes. Ça, c'est une suggestion. Parce que c'est récurrent depuis le Parce que le début de bain la est saison. loin. Le bain est trop loin. C'est ça. Le bain est loin. C'est la seule. Mon fils jouait dans un tournoi en fin de semaine, puis Il dit pas en deuxième, le bain. Je veux arrêter de j'écoutais jouer. un grand-parent qui disait Le là, bain est trop loin. c'est bon, la deuxième est terminée, là, c'était les changements, c'était compliqué, tu sais, puis tout ça, OK. puis comment ça, c'est pas réglé, ça? Puis là, je me suis retourné vers la dame, j'ai dit, écoutez, madame, le Canadien a encore des problèmes avec ça, donc je pense que c'est normal, ça se réglera pas de sitôt. Il joue. Je savais pas qu'il jouait. Sage intervention. Ouais. Je savais pas qu'il jouait élite. Je savais pas qu'il jouait parmi le Je suis pas élite, ultra là. compétitif. Non, mais ça sonne Ah, un non, peu comme ah, de la fine T'as pas- analyse, ça, là. T'as pas besoin de ça pour entendre ce genre de Il y commentaires. a des ton parents qui ont fils, de la là. difficulté à faire la distinction entre ce qu'ils voient à la télévision. Ça, hein, c'était télédiffusé, ce match-là. Là. C'est Ou, suivi. Ton fils, il est payé. Là. Ou, Il ou, paye. tu sais, les calls des arbitres. Tu sais, j'ai rien vu. C'est resté dans la civilité jusqu'à présent. Non, mais je fais une Je parle des parenthèse. matchs, là. là, puis des parents et Alex vit c'est sa première année de père de hockeyeur. Ouais. Donc De hockey dad. Voilà. Fait que fin de la parenthèse. Mais on devrait, avec le segment possession, on devrait se faire un segment découverte du hockey mineur avec Alexandre Gaston. J'ai rien vu de scandaleux, là. Attends, donne-toi 2 semaines. Mais j'ai entendu des commentaires qui n'ont pas été criés ou qui sont un peu murmurés à soi-même Ah ouais? ou dans l'entourage. Se plaindre déjà là, de décisions des arbitres et tout. Puis honnêtement, mais c'est normal parce que plus souvent qu'autrement, je suis comme non, mais t'as pas raison. En plus. Premièrement, en plus. t'as pas raison. L'arbitre a pris la bonne décision. Non, c'était pas une pénalité. Ou oui, c'en était une. Parce que y a beaucoup de gens là, qui ont tendance à penser que dès qu'il y en a un qui tombe sur le derrière, là, c'est une pénalité. Là. S'il y a un joueur qui était proche, alors que c'est pas nécessairement le cas, surtout pas à ce niveau-là. Mais je le dis, là, c'est poli, puis règle générale, tout le monde fait bien ça, puis c'est surtout de l'encouragement. Alors, je montre pas personne du doigt, puis c'est bien correct, mais tu vois que ça vient chercher le monde, tu sais, puis exactement, des commentaires pointus de fine analyse sur là, le banc et tout. Le banc est trop loin. Le Canadien n'a même pas été capable de régler ce problème-là. Encore. Puis ils ont 20... Bon, vous me direz, ils sont tout petits, ils ont 25 ans d'âge moyen, là, 26 ans. Ouais, ils sont jeunes. Mais bon.
Ah, le banc. Non, mais c'est parce que non, les enjeux sont grands là, à son niveau. Là. Ben, évidemment. On parle de millions de dollars. C'est pas des jokes. On parle de C'est pas une question de l'avenir. dollars, Alex. Non. T'es complètement blasé. C'est la fierté, c'est le succès sportif. OK. C'est tout ça là, qui compte. Sur le TOC, Arbor, trop lent, il a l'air perdu. Ça, c'est Jordan qui dit ça. Bon, ben, puisqu'on parle de Jacky, ses 4 derniers C'est matchs, une porte, c'est une perche. Oui. il y a une bonne séquence, Jacky. Ouais. Il commet des erreurs Toujours. à l'occasion toujours, encore. ça- puis- c'est constant. 2-3 erreurs par Constant. match. Et ils en commettent tous, là. Mais Jacky, ses 4 derniers matchs, 77 56 58 61 Ça, est-ce que c'est le segment possession de rondelle? C'est ça? certainement possession du démon. OK. Il est pas La si- possession Il est du pas- démon. Mais, tu sais, quand tu es Il joue 10 sixième, minutes par match. quand tu es sixième défenseur dans une équipe et que tu termines constamment, que l'autre équipe a constamment le dessus sur toi, et que ton équipe n'a pas la rondelle, et c'est un sérieux problème. Mais là, il fait pas mal. Non. Fait pas mal à Mais à 10 minutes par match, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu ne serais pas supposé pouvoir lui en donner plus? T'sais? Est-ce que tu serais pas ton 6e défenseur? C'est parce que Martin Saint-Louis, là, l'autre jour, expliquait, là, parce que c'est beaucoup en fonction de la situation du match. Alors, tu sais, quand on pourchasse l'autre équipe, quand on perd par un but, puis là, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Là, quand on mène par un but puis qu'on protège une avance serrée, ça l'est peut-être pas non plus. Ouais. Donc, c'est quoi? Tu le fais jouer quand tu mènes 4-1 ou quand tu perds 3-0? Ou, tu sais, à 10 minutes par match, moi, je trouve que c'est un peu... c'est insuffisant. Tu sais, ben, c'est difficile. Et ça, peut-être qu'on ne le souligne pas suffisamment, mais c'est dur d'être bon quand tu joues presque pas. C'est sûr. C'est extrêmement difficile. Il est peut-être moins bon, À 10 Jacky, minutes qu'à en ce 17. moment, en ce moment qu'il l'était quand il a commencé à jouer. Ouais. Parce qu'il Il jouait plus. il y a moins de répétitions, Ouais. puis ça va vite, puis là, il y a la pression. On fait comme il faut, parce que sinon, on va te clouer sur le banc Ouais. où tu vas finir par aller dans les gradins. Et là, dans l'équipe, tu as 3 gars qui sont capables potentiellement de jouer 25 minutes. Tu as 120 minutes de jeu à distribuer dans le match là, avec tes défenseurs. Tu as 3 gars qui sont capables de prendre 75 minutes là-dedans. Fait que là, Carrier, sûrement pas loin de 20, puis 18, mettons. Carrier joue pas loin de ça aussi. Fait que là, Ouais. tu es rendu à 95 minutes. Il n'en reste pas beaucoup. Là. Il ça. reste comme 10-12 minutes pour les deux autres. C'est là. ça. Alors, Struble en joue 13-14, puis Jacky 10-11. C'est ça. C'est vraiment pas un rôle facile. Et c'est ça. Je pense qu'on réalise. Il faudrait s'asseoir avec des gars qui ont joué aussi peu que ça pendant une longue période dans la Ligue nationale pour se faire expliquer à quel point c'est difficile. Mais- Ceux qui y parviennent bien, souvent, c'est des vétérans aussi. C'est des gars qui ont de l'expérience, tu sais. C'est probablement d'autant plus difficile quand tu es encore essayé d'en train de ta faire place. un nom, puis Tu as une place à faire. Cela dit, si je peux me permettre, quand moi, je trouve que Jacky, on le voit pas, ce qui est parfait, dans son temps d'utilisation puis dans son rôle de 6e défenseur. Mais reste que si on le voit, on est supposé le voir un peu là, de par ses autres atouts. Mhm. Alors, si c'était Brett Kulak, mettons, je ferais comme c'est parfait. Mais comme c'est Jacky et qu'il est supposé venir avec une plus-value au niveau. Puis moi, j'insiste là-dessus, là. Puis on l'a vu en série contre les Capitals. Je suis pas convaincu que Jacky, c'est un joueur robuste. Là. Non, mais je suis pas convaincu de ça. Ben là, C'est un dur, c'est un fier à bras, mais moi, c'est quand on le voit il essaye. pincer quelqu'un comme il faut sur la bande, on voit pas ça souvent. Ben, c'est très difficile, Non, premièrement. je n'ai pas dit que c'était facile, mais je veux dire, je trouve que l'étiquette de joueur robuste qu'on appose à Jacky est liée presque exclusivement à ses talents pugilistiques, pour lesquels j'ai peu d'appétit. Je suis pas d'accord avec toi. Non, moi non plus. Non? Je Non, dis non. presque exclusivement, c'était peut-être exagéré, mais c'est surtout un bon bataille, un bon bagarreur. C'est un bon bagarreur, mais c'est un gars qui frappe aussi. Là, Il frappe pour faire mal. Là, Oui, puis les devant- matchs se succèdent, mais récemment, il y a ouais, ça fait un bout quand même. Mais il y a 2 semaines et demie contre Toronto, je pense qu'il avait gelé Samuel Blais 2 fois de suite sur 2 présences d'affilée.
qui essayait de rentrer de son côté. Il l'a bien attendu, bang sur la bande, il l'a connecté solide. Il l'a fait à d'autres reprises aussi. Ça prend d'ailleurs. Premièrement, il faut que tu joues pour ça. Donc, c'est sûr qu'en 10 minutes, c'est pas évident. Deuxièmement, ça prend tout un synchronisme. Les gars voient ça venir, sont habiles pour l'éviter. Puis, il fait pas ça salaud non plus. Là. Il veut surtout pas placer son équipe dans le pétrin. Alors, peut-être que le fait qu'il a peur. Il est marqué, là. C'est ça. Il est clairement marqué par les officiels. Et par son entraîneur aussi, je pense. Ouais. Il veut pas. Martin veut surtout pas qu'il sorte du jeu. Il faisait ça l'année dernière, puis en d'autres temps, là, se sortir du jeu pour essayer d'aller frapper quelqu'un. Oups, surnombre de l'autre côté. Il veut surtout pas que ça arrive. Donc ça, Jacky en est conscient. Il doit composer avec... Il y a beaucoup de variables dans son jeu qu'il doit maîtriser. Exact. Puis en peu de temps de glace, tout en sachant que si il jongle pas bien avec ça, il risque de pas jouer. Et tu sais, quand Hudson il joue, là, lui, il n'a pas à se soucier d'intimider qui que ce soit ou d'aller défendre qui que ce soit ou de surveiller qui abuse de qui sur la patinoire. Jacky, il a toujours ça en plus. Là. Lui, il faut qu'il joue au hockey, puis là, il faut qu'il fasse respecter l'ordre en même temps. Puis il fasse les comptes. S'assurer. Oui, bien. Il y a une ligne de comptabilité que les autres n'ont pas aussi. C'est un rôle extrêmement... Moi, je trouve pas que sur le long des bandes, là, quand il y a un ailier adverse qui va chercher la rondelle dans le coin, je trouve pas que ça a l'air d'être la fin du monde d'aller chercher ce rondelle-là quand c'est dans le coin de Jacky. Bon, je suis pas d'accord. Okay. Mais on peut... C'est ça, c'est contre Adam Lowry qui a acheté les gants récemment. Oui. Bien fait, là, puis c'est pas le client le plus facile non plus. Je veux dire, bon, ça, tu disais, tu as peu d'appétit pour ça. Non, mais ça, c'est ça. Je peux bien avoir l'appétit que je veux. Mais ça fait partie du jeu. Cette bagarre-là est arrivée parce que Jacky a écrasé un joueur des Jets en entrée de zone. Et Lowry est allé frapper. Est allé répliquer sur Carrier tout de suite. Et là, les deux se sont regardés puis on dit OK. Mais c'est arrivé après 2 mises en échec percutantes. Là. Mais c'est vraiment un rôle ingrat. Et on a tendance à oublier à quel point c'est pas un job facile. Les Wildcats de Moncton sont fiers de sélectionner un Hyacinth de galon de Caleb Denoir. Alors, je l'avais jamais entendu. J'aurais peut-être dû l'écouter avant. Mais non, mais c'est pas si danger. Je suis un professionnel. Ouais. Non, mais ça aurait pu être pire. Mais j'avoue que... Alors ça, c'était quand, Alex? Ça, c'est quand M. Irvin a repêché Caleb Desnoyers au repêchage donc, de la LHJMQ. Donc, propriétaire du Wildcat. Oui, là, on est en 2025, donc je dirais en juin 2023. Donc, c'est pas Rock et Belles Oreilles, là. C'est pas... Ou des professionnels de l'humour. Non, c'est un monsieur qui avait quand même de la difficulté avec son français. Mais regarde, c'est un bel effort. C'est un bel effort. Je suis pas sûr que c'est un bel effort. Ben, c'est un effort. C'est un effort, oui. Je pense pas que ce soit un bel effort. Il a l'air de partir de loin, monsieur. Ouais. Oui. Ouais. Alors, dans ce temps-là, dis-le en anglais. Là. Les Hyacinthes de Gala, c'est les Gaulois de Saint-Hyacinthe. C'est ça, les Saint-Hyacinthe Gaulois. Déjà, on est à l'envers. Oui, ben alors, fait je garderai une petite réserve sur le bel le verbe bel sélectionner, là, quand tu l'accordes, comme dans cette phrase-là, oui. Comment ça se... Toi, c'est plus ça qui t'a marqué, là. Ben là, ça fait partie d'eux, je dirais. Un mot sur Caleb Desnoyers, parce que, bon, évidemment, il y a toujours un vieux fond là, c'est le seul joueur québécois invité au camp de Équipe Canada Junior, mais... Ekj, communément appelé Ekj. Mais entre nous, y a-t-il de grands oubliés, j'en doute? Vous saurez me le dire? Carbonneau, peut-être. Guy, mais là... Justin Carbonneau, oui. Il y a quand même un but par match. Là. Je pense qu'il y a 23 buts en 23 matchs depuis le début de l'année. OK. C'est quand même beaucoup de buts. Oui. Mais écoute, je ne suis pas assez le hockey junior pour pouvoir dire mes responsabilités de la Ligue nationale. Prennent toute la place. Prennent beaucoup de place. Correct. Mais je ne pourrais pas dire là, que c'est un oubli, que c'est un scandale. Là. Mais il a toute une saison quand même. Mais j'allais surtout dire que c'est notre porte d'entrée parce que d'abord, le tournoi va avoir lieu très bientôt. Le temps des fêtes s'en vient d'ailleurs. Oui. Est-ce que tout est prêt? Le sapin, tout est le sapin est là. Les cadeaux sont presque tous... C'est beau, les gars. Tous bravo. Je suis zéro. Là. Je n'ai rien de ça. C'est la première année que ça m'arrive. Donc, ça s'en vient. C'est pour dire que j'ai eu de l'aide. Oui. C'est ça. Donc, ça s'en vient. Et Martin, tu as apporté à notre attention, que
c'est pas comme dans le temps. On prend des leçons parce que ça n'a pas été très... Il n'y avait pas de quoi pavaner les dernières éditions du tournoi du Mondial Junior pour le Canada. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a fait des ajustements. On a changé un peu l'approche. Oui. Alors ça, si on se souvient bien, l'année dernière, le Canada s'est fait battre par la Lettonie en tir de barrage et le Canada a été éliminé en quart de finale par la Tchéquie. C'était la deuxième fois en 2 ans, si ma mémoire est bonne, que le Canada a été éliminé par la Tchéquie. Et il y a beaucoup de questions qui se posaient après le championnat mondial junior. Moi, j'étais un de ceux qui... ou celui qui... Je ne sais pas si ça avait été écrit ailleurs... mais je trouvais ça anormal que la plus grande fédération de hockey au monde, avec l'immensité du territoire qu'on a, emploie juste un entraîneur à temps partiel, que ce soit l'entraîneur qu'on a un entraîneur à temps partiel et qu'il n'y ait pas de sélectionneur à temps complet avec l'équipe pour suivre les joueurs à l'année, pour discuter avec les joueurs et avec leurs entraîneurs durant la saison, comment il va, quel aspect de son jeu, on aimerait peut-être ça qu'il travaille tel aspect de son jeu, etc. Alors que dans la plupart des autres pays qui participent au championnat mondial, il y a une structure en place qui est là permanente et qui fait la sélection. Alors, on fonctionnait un peu à l'ancienne à Hockey Canada. On sélectionnait 40 joueurs pour le camp d'entraînement. On les évaluait là au camp d'entraînement, puis l'entraîneur faisait sa sélection, puis on partait avec ça. Alors là, ils ont changé la structure. Ils ont choisi maintenant, depuis cette année, premièrement, il y a un directeur général à temps complet qui s'appelle Alan Miller. Il y a un entraîneur des équipes nationales masculines à temps complet, Misha Donskov, qui était à Dallas, si ma mémoire est bonne, entraîneur adjoint. Il me semble que oui. Dallas ou Vegas? C'est la même. Non, c'est pas la même chose. Il a gagné la Coupe Stanley. Il était à Vegas. Les deux. Les deux, bon. Mais oui, à Vegas aussi. Et c'était un poste qui avait été créé pour André Tourigny avant, mais on ne l'avait pas remplacé. Et je me souviens avoir fait une entrevue avec les dirigeants de Hockey Canada l'hiver dernier. Puis j'avais dit, pourquoi on n'a pas d'entraîneur à temps complet? Puis il avait dit, les entraîneurs de grande qualité au Canada, ils ont tous un emploi. Alors c'est difficile de... Je trouvais ça un petit peu boiteux. Il y en a juste 30. Et pas longtemps après, le printemps dernier, ils ont annoncé l'embauche de Donskov. Alors, là, il y a une structure permanente. Maintenant, on sélectionne l'équipe. L'équipe est sélectionnée là, à 90 il y a 27 joueurs. Un attaquant de plus, un défenseur de plus et un gardien de plus, mais l'équipe est sélectionnée. Alors là, on commence à s'entraîner pour vrai de façon tactique pour se préparer pour le tournoi. C'est pas un camp de sélection, c'est un camp d'entraînement. Exactement. Comme ce que tout le monde fait. Mais ce qui n'était pas le cas avant. Non. C'est vraiment un camp de préparation. Là. On ne joue pas des matchs contre une équipe universitaire puis dire là, OK, quel joueur fait le mieux puis comment on va composer nos trios. Il y a une idée et si tu as un directeur général à temps complet, ça veut dire que la personne qui bâtit l'équipe, il va faire ses sélections avec une philosophie claire. Là. C'est pas à la dernière minute. Moi, j'aime mieux cet allié gauche-là qu'un autre allié gauche. Alors, les joueurs sont sélectionnés avec une vision, quel type de joueur on veut. Et Miller disait hier, on a privilégié les habiletés de combativité aux habiletés fines. Les joueurs qui sont bons seulement quand ils ont du temps puis de l'espace puis qui jouent en périphérie, ça ne vous aide pas à gagner dans ce genre de tournoi-là. Ça va vite. Il y a beaucoup de vitesse sur la patinoire et d'adversité. Alors, on veut des gars qui vont finir leur mise en échec, qui vont aller au filet. Ils ont un changement dans l'attitude aussi. On parlait hier, Dale Hunter, qui va être l'entraîneur, parlait d'humilité. Il disait, la première chose qu'on a discuté avec les joueurs, c'est la réglementation. Parce qu'année après année, depuis longtemps, le Canada est souvent l'équipe la plus punie au tournoi parce qu'on joue de façon extrêmement physique. Les officiels internationaux n'acceptent pas ce style de jeu-là. Ils sont toujours au banc des pénalités en train de se défendre. Fait que là, ils vont s'ajuster dans leur façon de jouer. Fait que, tu sais, beaucoup de changements, là, des personnels à temps complet, format de camp d'entraînement différent, changement dans la façon de sélectionner les joueurs. Il y a une réflexion, là. Changement dans l'attitude. Ouais. Fait qu'on voit qu'il y a une réflexion. Oui, ce qui est pas coutume. Non, c'est ça. C'est pas nécessairement ça pourquoi ils sont réputés. C'est pas... Mais la question, on peut terminer ça avec la question qui tue. Si Hockey Canada a
provoqué tous ces changements-là parce qu'on s'était mis simplement à perdre des matchs. Pourquoi on n'a pas ce genre de révolution-là au Québec alors qu'on continue d'avoir un joueur ou deux au sein de l'équipe nationale année après année et qu'on ne considère pas ça comme une calamité? Là, il y a eu des changements qui ont été annoncés par Hockey Québec, là, mais le temps que ça ait des effets, ça va prendre des années encore, mais ils ont été extrêmement prompts à Hockey Canada à dire là, ça ne fonctionne plus. On donne un coup de barre. Et extrêmement prompt, mais ça a pris 3-4 ans. Ça a pris quelques années quand même. Écoute, nous autres, ça fait 20 ans. Là. Et à chaque année, on s'étonne. Bon sang, juste un Québécois ou deux, comment ça se fait? Alors que puis le déclin dans la Ligue nationale aussi. Ouais. Là. Non, mais en même temps, quand... L'un et Le Québec a toujours été sous-représenté. Ça, c'est pas une invention. C'est juste qu'aujourd'hui, ça s'explique davantage par le fait qu'il y a moins de joueurs élites. Mais quand tu vois au sommet, Québec, exact, c'est ça. Quand tu vois que au sommet de la pyramide, il y en a beaucoup moins qu'avant. Les Québécois, ceci explique cela un peu, mais ça ne change pas que la réflexion est nécessaire quand même. Là, justement, comment se fait-il qu'il y en a moins? Comment se fait-il que Québec a autant de joueurs qu'il y a plus de joueurs que la Finlande? Exactement. Et que la Suède en fournisse beaucoup moins au plus haut niveau. Là, en fournit beaucoup moins au plus haut niveau. C'est le banc en deuxième période. C'est ça le. Moi, je vous dis, les gars, je trouve ça dramatique parce qu'on avait une façon de faire du hockey au Québec qui était particulière. On développait, je pense que je l'ai déjà dit, là, on est rendu au 450e épisode ou 460. Tu radotes. Je vais te le dire, là. Mais on avait une façon distinctive de faire du hockey au Québec par rapport au reste du Canada. On était vraiment, je pense que l'expression que j'avais utilisée à l'époque, c'était qu'on était un peu les Brésiliens du hockey. On était au hockey, ce que les Brésiliens étaient au foot. On produisait beaucoup de vedettes offensives. Le style de hockey junior au Québec était extrêmement offensif. Très peu de défenseurs. On ne développait pas tant de défenseurs que ça. Et souvent, c'était des défenseurs offensifs qu'on produisait. Mais peu importe, il y avait une façon particulière de faire du hockey au Québec. Et là, on est entré dans le moule. Et puis là, ça fait que... Puis on n'a même plus de place dans le moule. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a une réflexion plus profonde à faire que simplement réduire de 3 équipes au niveau midget 3A ou et de dire on va avoir 200 joueurs d'élite au niveau Bantam. Là, je pense que la réflexion doit aller plus loin que ça. Moi, j'aime penser qu'à l'animation balado, je suis un peu comme le Brésil au soccer. C'est un genre de Ronaldo du micro. Oui. Pelé. Pelé coupable. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Tous tes cadeaux sont faits, ou presque. Presque. Ton sapin est fait. Oui. Merci infiniment. Ça a été un grand plaisir, comme d'habitude. Oui. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Ton sapin est fait. Le sapin est fait. Presque tous tes cadeaux sont faits. Non. Tu peux pas lui en passer un. Non. Sapin. Mais il reste du temps. Oui. Moi, j'aime la fébrilité du 24 décembre dans un centre commercial. Et ça perd les popettes. Obligé de courir dans la foule et faire des mises en échec en chemin. Ouais. Mais tu vois, moi... Qu'est-ce qu'il y a de... Où est le plaisir, sinon? Moi, comme je cours 363 jours par année, si je peux m'épargner le 24 décembre, ce sera ça de prix. Ouais. Est-ce que le sapin de Jacques-Alexis Bernardin est fait? Pas sûr. Jack? Non. On est dans... Jack et moi, on est dans Team pas de sapin. Pas acheté. Team sapin non visible. Merci beaucoup à Jacques-Alexis. Jacques-Alexis est le réalisateur de Tellement Hockey. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon match ce soir. Bonne semaine. Et à vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.